Le Canada en a assez, et il est sur le point de riposter contre l'Amérique. Récemment, les relations entre les deux nations ont été pour le moins tendues. Le gouvernement américain a menacé ses anciens voisins du Nord, autrefois amicaux de tarifs douaniers, et même d'annexion. Mais le Canada a un petit atout dans sa manche, quelque chose que les États-Unis n'ont peut-être pas vu venir. Dans cet épisode de The Infographics Show, nous explorons le nouveau plan audacieux du Canada pour faire payer les États-Unis. Début 2025, les États-Unis ont menacé le Canada d'un tarif de 25% sur toutes les importations, une décision qui a laissé tout le monde en haleine. Malgré des retards et des débats politiques, les tarifs sont entrés en vigueur le 4 mars. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils initialement imposé des tarifs au Canada ? Eh bien, selon le président américain, il estime que le Canada ne fait pas sa part pour stopper l'afflux de migrants sans papier et de fentanyl aux États-Unis depuis la frontière nord. En 2024, seulement 43 livres de fentanyl ont été saisis en provenance du Canada, alors que 20 et 1 000 livres l'ont été à la frontière mexicaine. Cette décision a surpris de nombreux experts. Ils peinaient à saisir pourquoi une quantité de fentanyl équivalente au poids annuel d'un border collie passant la frontière représentait une menace si grave, vu l'abondance de cette drogue déjà présente aux États-Unis. Encore plus surprenant, l'accord commercial que le président ne cesse de qualifier d'injuste, affirmant que les États-Unis subventionnent le Canada à hauteur de 200 milliards de dollars par an, est en réalité l'accord qu'il a lui-même signé lors de son premier mandat, en octobre 2018. Pour atténuer le choc, le président a publié un décret autorisant les importations canadiennes conformes à l'accord États-Unis-Mexique-Canada. L'accord États-Unis-Mexique-Canada a échappé temporairement aux tarifs douaniers. Mais il y a un piège. Le sursis a pris fin le 2 avril. Les tarifs reviendraient ensuite en force, mais cette exemption ne couvre pas la plupart des produits canadiens. En réalité, 62% des importations restent soumises aux nouveaux tarifs, malgré un certain allègement pour les secteurs clés. L'énergie et la potasse, deux piliers du commerce canadien. Le Canada est en fait le plus grand exportateur d'énergie vers les États-Unis, et ces secteurs ne feront face qu'à un tarif réduit de seulement 10%. Les économistes soulignent que les États-Unis ne subventionnent pas le Canada, mais ont un déficit commercial avec ce pays, principalement lié aux exportations d'énergie. Ce déficit est de 63,3 milliards de dollars, un chiffre qui devient un excédent commercial pour les États-Unis, si l'on exclut les importations d'énergie. Toutefois, pour négocier de meilleures conditions avec leurs voisins du Nord, les États-Unis ont imposé des tarifs de 25% touchant particulièrement l'énergie, le bois d'œuvre et l'automobile. Bien que les États-Unis produisent pas beaucoup de pétrole, en fait plus que tout autre pays au monde, bon nombre de leurs raffineries ont besoin de pétrole brut lourd pour fonctionner, dont 60% est importé du Canada, où il est abondant. Restructurer les raffineries pour ne plus dépendre du pétrole brut prendrait de nombreuses années et coûterait des milliards de dollars. Le pétrole brut n'est pas la seule source d'énergie canadienne dont dépendent les États-Unis. Les États-Unis importent la quasi-totalité de leur gaz naturel et 85% de leur électricité du Canada. Les États-Unis importent près de la moitié de leur bois d'œuvre du Canada, totalisant 28 milliards de dollars en 2021, avec 94% des maisons américaines construites en bois d'œuvre. Cela pose un problème majeur pour les futurs propriétaires dans un pays où le logement est déjà inabordable pour beaucoup. L'industrie de la construction américaine a estimé que les droits de douane sur le bois canadien augmenteront le coût moyen d'une maison de 9 000 $. Encore une fois, même si les États-Unis pouvaient théoriquement produire tout le bois d'œuvre nécessaire au niveau national, ce qui, selon une analyse récente de la société de recherche Fast Markets, prendrait au moins une décennie. Cela serait probablement impossible sans abattre une partie importante des forêts protégées américaines. Toutefois, les constructeurs automobiles américains ont été le groupe industriel le plus durement touché et le plus vocal concernant les droits de douane sur le Canada. Les industries automobiles canadiennes et américaines sont si imbriquées qu'elles fonctionnent comme une seule grande chaîne de production. Les constructeurs automobiles de Détroit, Michigan et les usines de Windsor, Ontario, échangent continuellement des pièces et sous-traitent mutuellement des processus de fabrication. Les constructeurs automobiles américains dépendent tellement du Canada qu'1,24 million de véhicules sont importés aux États-Unis depuis le Nord, plaçant le Canada au 4e rang des pays dont les États-Unis importent des véhicules, derrière le Mexique, le Japon et la Corée du Sud. Et l'ex-premier ministre canadien Justin Trudeau a qualifié ces tarifs de stupides, alors que l'administration américaine a insisté sur le maintien de bonnes relations avec le Canada durant le processus. Mais ce sentiment ne semble pas être partagé. De nombreux Canadiens ont tourné le dos aux États-Unis, boycottant les produits américains et annulant leur voyage dans le pays voisin, sans même un poli « désolé » pour apaiser les tensions.
Selon le New York Times, les vols du Canada vers les États-Unis ont chuté de 21% suite à l'application des tarifs de Trump. Mais ce n'est pas la seule façon dont le Canada prévoit de riposter aux menaces des États-Unis, comme vous allez bientôt le voir. Les menaces des États-Unis ont été non seulement économiques, mais aussi territoriales. Il y a eu plusieurs appels pour que le Canada devienne le 51e État des États-Unis. 77% des Canadiens s'opposaient fermement, ou quelque peu à rejoindre les États-Unis, montrant clairement que l'idée du 51e État est surtout un rêve américain. L'actuel Premier ministre Mark Carney a été très clair. Le Canada n'est pas à vendre, et il ne le sera jamais. En réponse, les États-Unis ont déclaré « Il ne faut jamais dire jamais ». Malgré les propos du Canada, les menaces américaines semblent donc persister. Alors, que peut faire le Canada? Il tente actuellement un plan. Parce que si vous regardez une carte des États-Unis, une très grande partie du pays, riche en ressources, est séparée des 48 États contigus par le Canada. Et cet endroit, c'est l'État d'Alaska. Immense, magnifique et glacé. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a menacé de restreindre l'accès à l'Alaska en imposant des péages sur des routes auparavant gratuites. Et c'est un problème, parce que la Colombie-Britannique est la province que les camions doivent traverser pour atteindre l'Alaska. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils ne survolent pas simplement le Canada pour se rendre en Alaska, ou n'optent pas pour un navire. Bien que cela fonctionne pour certaines marchandises, ce n'est pas le cas pour toutes. Les fournitures et matériaux devant arriver rapidement en Alaska, ou ceux de grande valeur, sont généralement livrés par camion. D'après 49e Fret, pour acheminer des marchandises rapidement des États-Unis continentaux vers l'Alaska en 7 à 10 jours depuis Dallas, Texas, nécessitant un équipement de plus de 40 pieds, ou sans transfert en cours de route, le transport par camion est optimal. Les camions commerciaux voyagent depuis Dawson Creek, la ville en Colombie-Britannique, et non la série pour ados des années 90 jusqu'à Fairbanks, en Alaska, soit une distance d'environ 1400 miles sur l'Alaska Highway. Les bonnes relations historiques entre le Canada et l'Alaska permettent habituellement au trafic de camions de traverser la province sans payer de droits. Selon Royal Alaskan Movers, bien que la plupart des marchandises vers l'Alaska soient expédiées par bateau, 27% des biens importés et exportés de l'Alaska sont encore transportés par camion. Cela représente 596 millions de dollars de marchandises exportées de l'Alaska vers le Canada et 753 millions de dollars de marchandises exportées du Canada vers l'Alaska. Cela suffit à effrayer de nombreux Alaskiens qui dépendent des expéditions de marchandises. Jamie Benson, directrice exécutive de l'Association du transport routier de l'Alaska, s'est dite très préoccupée par la proposition de bloquer ou de taxer les produits transitant par le Canada vers l'Alaska. Elle a souligné que ces mesures augmenteront significativement les coûts de transport, perturberont les chaînes d'approvisionnement et feront monter les prix des biens essentiels pour les Alaskiens. La Colombie-Britannique n'est pas la seule province canadienne à menacer les États-Unis. Ranj Pillai, Premier ministre du Yukon, a annoncé l'arrêt des importations d'alcool provenant des États-Unis pour les magasins gouvernementaux de sa province, voisine de l'Alaska. De plus, l'accès des entreprises américaines aux contrats gouvernementaux du Yukon sera dorénavant limité. Pillai a précisé que son problème n'est pas avec les Alaskiens, mais avec les actions et menaces du gouvernement américain. À nos amis et à notre famille en Alaska, il déclare que nos vies et nos économies sont interconnectées. Ces mesures ne vous visent pas, mais nous devons tout faire pour défendre notre pays, notre souveraineté et notre mode de vie. De plus, Pillai pourrait envisager de se lancer lui-même dans le secteur des péages. Le Premier ministre a déclaré que de nombreux membres de sa circonscription seraient intéressés par l'imposition de péages sur le trafic commercial américain vers l'Alaska. Pillai a indiqué que l'installation de péages serait longue, car la province devra construire et équiper en personnel des postes de péage. Il a cependant souligné que cela ne serait pas trop difficile à mettre en place, car des postes de pesée existent déjà où les camions doivent s'arrêter en route vers l'Alaska via le Canada, des péages pourraient donc facilement y être ajoutés. De plus, ce n'est pas comme si le Yukon était traversé par des centaines d'autoroutes. Il y a une grande autoroute principale qui traverse jusqu'en Alaska, surnommée l'Alcan, pour Alaska-Canada. Quant au Premier ministre de la Colombie-Britannique, Eby, perturber la circulation vers l'Alaska n'est pas le seul plan qu'il a en tête. Il a déjà ordonné à son gouvernement provincial de cesser l'achat de produits américains, lorsque des alternatives existent. Il a demandé aux magasins d'alcool de sa région de cesser la vente d'alcool provenant des États dirigés par les républicains, dont l'Alaska. Et l'Alaska, c'est compliqué. Certains politiciens, tels le sénateur de l'Alaska Dan Sullivan, ont répliqué avec leurs propres menaces. Il a averti
que si le Canada restreint le transport routier commercial entre les États-Unis et l'Alaska, cela pourrait pousser le Congrès ou le président à agir contre les escales de navires de croisière américains au Canada. Selon la réglementation, les navires de croisière allant en Alaska doivent faire une escale au Canada, dont les économies locales côtières dépendent en partie pour les revenus du tourisme et du transport maritime. Sullivan a averti le Canada que les péages sur les camions représentent un jeu un peu dangereux, et que le fait d'exempter les navires de croisière des escales au Canada pourrait coûter des milliards à ce dernier. Il affirme que nous travaillerons dur pour que nos navires de croisière évitent dans vos ports, ce qui aidera grandement notre économie. Cela favorisera grandement notre industrie du tourisme et portera un coup dur à la leur. De son côté, la Chambre des représentants de l'Alaska a opté pour une approche plus diplomatique. Fin mars 2025, ils ont adopté la résolution conjointe de la Chambre numéro 11 reconnaissant officiellement la souveraineté et l'autodétermination du Canada, en réponse à la rhétorique de l'administration américaine. La résolution a aussi appelé les deux gouvernements fédéraux à régler rapidement le litige tarifaire. Plus précisément, la législature de l'Alaska s'oppose aux mesures commerciales restrictives ou aux péages qui nuiraient à la relation unique entre le Canada et l'Alaska, ou qui affecteraient négativement leurs économies intégrées, ont-ils déclaré. Les républicains et les démocrates à la Chambre ont approuvé la mesure. Le chef de la majorité républicaine à la Chambre, Chuck Kopp, a déclaré qu'ils ont demandé aux deux pays de collaborer amicalement pour résoudre la situation tarifaire, en respectant l'intégrité territoriale et la souveraineté des deux nations. De plus, toutes ces menaces des premiers ministres des provinces n'ont pas le plein soutien de leurs électeurs. De nombreuses villes, le long de l'autoroute Alcan, dépendront du transport commercial et du tourisme américain sur cette route pour survivre. Le voyage en voiture jusqu'en Alaska est un rêve pour beaucoup de gens. Les entrepreneurs et maires locaux, le long de la route, redoutent que les tensions croissantes, les droits de douane et les menaces mutuelles ne fassent fuir leur clientèle. Des villes comme Fort Nelson en Colombie-Britannique, déjà en récession économique, s'inquiètent pour leur avenir. Rob Frazier, maire de la municipalité régionale des Northern Rockies, qui inclut Fort Nelson, a souligné l'importance de chaque dollar étranger pour la région. Brian Stanley, propriétaire du Triple G Hideaway, a souligné l'importance des touristes américains pour faire vivre son établissement. Chaque pneu crevé, chaque sandwich, chaque tasse de café. Murray Apps, propriétaire du motel Super 8, a affirmé qu'un pourcentage significatif de voyageurs se rendaient en Alaska ou en revenaient. Non seulement les chauffeurs de camions commerciaux, mais aussi les touristes, et même les militaires, en route, vers ou depuis les bases militaires en Alaska. Le Premier ministre Eby semble avoir pris en compte certaines de ces inquiétudes. Le projet de loi numéro 7, appelé Loi sur la réponse tarifaire à la stabilisation économique, a été présenté au Canada. Eby a précisé que le projet visait à permettre à la province d'appliquer des péages au trafic commercial américain. D'autres s'inquiètent de la formulation très large du projet de loi numéro 7, qui pourrait violer un traité international. Selon certains critiques, le projet de loi numéro 7 manque de précision sur l'imposition des péages, qui pourrait concerner non seulement le trafic commercial, mais aussi le tourisme privé. Cela causerait des problèmes majeurs, car bien que des milliers de camions commerciaux traversent annuellement la Colombie-Britannique vers l'Alaska, il y a beaucoup plus de touristes qui le font. Bien qu'il n'y ait pas de chiffres précis concernant les visiteurs en road trip, un total de 97 200 visiteurs annuels en Alaska sont arrivés par la route, ou par ferry, rien qu'en 2018. Un autre enjeu géopolitique crucial pourrait être la violation d'un traité de 1977 régissant l'usage de l'autoroute de l'Alcan. Le document stipule très clairement que tout frais appliqué aux voyageurs américains sur l'autoroute doit également être appliqué aux voyageurs canadiens. Le traité en a été créé en partie parce que l'autoroute elle-même a été construite par les États-Unis avant d'être remise à l'administration canadienne. Cependant, le Premier ministre Eby ne semble guère s'en soucier. Comme il l'a mentionné, si les États-Unis ne respectent pas les traités, pourquoi la Colombie-Britannique devrait-elle le faire ? En d'autres termes, une escalade de la guerre tarifaire entre les deux pays ne profiterait à presque personne et nuirait à la plupart des personnes concernées. Regardez maintenant le tarif qui a détruit l'économie américaine en quelques semaines, ou cette vidéo ici.